J'ai l'honneur de vous présenter cette conférence, malheureusement, en l'absence de Claude, qui est le responsable du centre d'accompagnement des tests pour Orange. Et donc, on a eu l'idée de vous présenter quelle démarche a eu Orange pour intégrer le rôle du test manager dans le framework SAFe. En effet, avec l'arrivée de ce framework, ça bouscule considérablement toutes les organisations, encore plus qu'avec l'arrivée de l'agilité, parce que c'est vraiment au niveau structurel de l'organisation qu'il y a tout ce chamboulement. Et donc, forcément, ça va chambouler le rôle du test et surtout le rôle du testeur, et en l'occurrence du test manager, sur celui que l'on va pour le faire. Alors, vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé par tout ce qui est autour du test et de l'agilité à l'échelle, il y aura d'autres conférences par la suite, notamment celle de Christophe juste après la mienne, qui est fort intéressante sur ce sujet. Donc, je tiens juste à préciser que cette présentation, c'est vraiment un retour d'expérience sur ce qu'on a fait chez Orange avec Orange, donc avec son contexte, sa culture d'entreprise et les moyens mis à disposition à ce moment-là et avec l'organisation telle qu'elle était en 2018. Donc, ce n'est pas forcément une organisation que vous pouvez copier-coller chez vous. Le but, c'est de pouvoir vous présenter cela et qu'on puisse en discuter et voir ce qui vous plaît, ce qui vous a moins plu là-dedans, dans lequel vous pouvez vous projeter. Donc, je vais essayer d'aborder certains points comme avec l'agilité à l'échelle, est-ce qu'on aura toujours besoin d'un test manager? Alors, nous, notre parti pris, c'est forcément qu'on en a encore besoin, sinon je ne ferai pas cette conférence aujourd'hui. Donc, ce test manager, comment on peut le positionner dans l'agilité à l'échelle? Quelles sont les organisations possibles? Quel choix on a fait avec Orange pour le positionner? Donc, n'hésitez pas à poser des questions au cours de la conférence dans la partie questions-réponses auxquelles je répondrai à la fin. Si jamais je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, j'y répondrai via LinkedIn si vous voulez. N'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon contact LinkedIn en bas dans le bandeau. Et pour finir, j'évoquerai aussi les freins et les difficultés qu'on a rencontrées, comment on a essayé de les surmonter et qu'est-ce qu'on est encore en train de construire à ce jour pour améliorer cette organisation qui est un petit peu un être vivant qui continue d'évoluer de mois en mois et d'année en année. Excusez-moi, je bloque un peu là. Ça frise. Donc, avant de vous présenter ces organisations, je pense qu'il est important que je vous présente un peu le contexte dans lequel ce projet de transformation s'est mis en place. Orange, c'est quand même un gros mastodonte. Ça représente 1200 projets IT, une bonne partie quand même en legacy. Et dans ces 1200 projets, il y en a quand même 400 projets qui ont été identifiés dès le début comme étant éligibles à des trains safe, donc sur l'agilité à l'échelle. C'est assez important, d'autant plus que Orange a aussi une culture de travailler déjà multi-sites, donc tous ces projets sont un peu partout en France et aussi au Maghreb, notamment au Maroc et en Tunisie avec leur filiale Soufrecom. Donc c'est un contexte dans lequel il faut appréhender donc, des projets avec une grande hétérogénéité technique, méthodologique et en termes de compétences, que ce soit en termes de développement, de méthodes agiles, d'agilité à l'échelle ou bien de testing. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe auquel il va falloir s'adapter pour pouvoir accompagner, transformer et positionner un rôle de test manager. Donc, dans ce contexte, le centre d'accompagnement des tests d'Orange t'a amené à guider les projets sur les bonnes pratiques de test, notamment dans cette transformation de l'organisation qui rebat complètement le rôle du test manager et qui implique notamment une forte conduite du changement. Donc, c'est limite un impact RH que ça peut impacter, notamment pour les test managers qui étaient côté legacy et qui dirigeaient des équipes, qui avaient des équipes très structurées et qui, d'un coup, se retrouvent dans une nouvelle organisation dans laquelle on doit trouver sa place. Avant d'aller un peu plus loin dans l'organisation, je ne sais pas si tous les participants connaissent l'agilité à l'échelle et encore moins le framework SAFe. Donc, je vais essayer rapidement de vous présenter, vulgariser ce que c'est SAFe. Donc, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on est limité dans le temps. Et donc, j'espère que pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet, je serai assez clair. Mais n'hésitez pas à me poser des questions par la suite si jamais ce n'est pas le cas.
Donc, Safe, c'est quoi? Imaginez que Orange a besoin de lancer une nouvelle offre, soit un projet domotique connecté à la box pour pouvoir piloter l'ouverture des fenêtres, la fermeture des volets, l'alarme, des choses comme ça, ou un nouveau service VOD, comme on a pu le voir ces derniers temps sur les box, avec l'arrivée de Disney+, Prime Video, Netflix, ou bien de lancer une toute nouvelle box. Cela implique forcément différentes applications et différentes équipes. Donc, dans un souci de simplification sur ce schéma-là, je suis parti de 4 applications chez Orange. En général, dès qu'on va développer un nouveau service, c'est facilement une dizaine d'applications qui vont commencer à interagir les unes avec les autres. Donc forcément, dès que vous voulez faire un nouveau service, vous pouvez le commander directement par votre box, par l'application en allant directement sur site en magasin, par l'application web. Et après, il y a vraiment toutes les applications de gestion des offres que j'ai mis avec une seule patatoïde. Donc, jusqu'à présent, lorsqu'on n'était pas en agilité à l'échelle, ces applications étaient développées limite les unes à côté des autres avec un minimum d'interaction, au mieux 2 à 2, pour pouvoir travailler. Et ils devaient tous atteindre un objectif assez long pour rendre un service. Donc, l'objectif de l'agilité à l'échelle, c'est mettre beaucoup de communication, de points de synchronisation pour avoir une vision globale et pouvoir atteindre le même chemin et avoir des écosystèmes d'applications qui vont être interdépendantes, qui vont collaborer et travailler ensemble, et donc travailler avec un train pour une même vision et avoir des objectifs communs pour délivrer de la valeur au plus tôt, le plus vite possible. Plutôt que délivrer votre service en 1 an, totalement, on va essayer de le délivrer tous les 3 mois en créant de la valeur au fur et à mesure pour que le service soit déjà là et après, on rajoute des services complémentaires sur le service original. Et donc, ça évite que les concurrents aient sorti déjà quelque chose avant nous, qu'on ait atteint un marché facilement et qu'on puisse facilement voir si l'application est en phase avec son marché. Donc, ça permet vraiment de faire collaborer plusieurs équipes ensemble, de les synchroniser et de les faire travailler sur du multisite. En termes de chiffres, un train, comme vous pouvez voir une application chez Orange, c'est facilement entre 80 et 150 personnes. Donc, si vous faites le parallèle avec un projet agile qui a une dizaine de personnes, c'est déjà beaucoup plus ambitieux. Et donc, ça demande beaucoup de synchronisation, que ce soit sur la partie analyse du besoin, développement et testing. Si je vous montre rapidement un peu ce que c'est le framework Safe. Alors, j'ai mis juste la partie essentielle et pas la partie full, qui n'est pas forcément intéressant dans le contexte. C'est intéressant de voir que la partie train, toute la partie organisation d'entreprise, c'est un peu hors sujet. Donc, et je vous ai mis aussi les 4 bullet points des applications pour voir un peu où ça se situe en termes de développement. Donc, imaginez que ces 4 applications elles développent en parallèle dans ce qu'on appelle un PI, un programme incrément. En gros, c'est quoi? On se donne un objectif de développer des fonctionnalités sur une période de 10 à 12 semaines. En gros, c'est quoi? C'est 4 à 5 itérations de 10 à 3 semaines, ça dépend de la maturité des projets, pour pouvoir développer et mettre en production le plus rapidement possible avec des objectifs ambitieux, mais validés par l'ensemble des parties prenantes. Donc, tout ce système-là va être géré avec des équipes agiles, donc avec des Scrum Masters, des Product Owners, des développeurs, éventuellement des testeurs dedans, je l'espère, mais aussi au niveau fonctionnalité qui est géré à un plus haut niveau avec des features des épopées, avec des release train engineers, des product management, des systèmes architecture qui vont élever le niveau d'abstraction au niveau feature épopée et après qui vont être décrites en user story au niveau des équipes pour pouvoir développer le plus finement possible. Vous pouvez voir aussi sur votre droite qu'il y a des équipes transverses, notamment les système team, qui va gérer tout ce qui est environnement de bout en bout et démo de bout en bout. Donc, il y a vraiment une organisation qui doit permettre de délivrer de façon structurée, organisée et le mieux possible, avec beaucoup d'interactions et beaucoup de synchronisation. Cependant, si je vous demande de trouver dans ces rôles le testeur ou le test manager, ben, vous ne le trouvez pas. Pourquoi? Parce que dans l'ADN du framework Safe,
c'est une vision du built-in quality. Donc, ça veut dire que tout le monde a une vision globale de la qualité et tout le monde doit contribuer à la qualité à son niveau. Donc, vous allez me dire, mais moi, en tant que test manager, que je travaille en équipe agile ou en cycle en V, où j'interviens, qu'est-ce que je vais devenir, qui va gérer les tests de bout en bout, les tests d'intégration, comment ça va se gérer, qu'est-ce que je vais devenir, et forcément, cette transition et ce passage à l'agilité à l'échelle avec SAFe apporte des questionnements et fait que je vais me dire qu'est-ce que je vais faire là-dedans, qu'est-ce que je vais devenir. Pardon, excusez-moi. Donc, forcément, il y a un impact avec des équipes. Et là, vous pouvez voir à l'image quelques questions qui reviennent du terrain et qui va dire, moi, en tant que test manager, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Une réalité du framework SAFe, c'est que le test, c'est un processus incontournable de l'évolution de la qualité d'un produit applicatif, mais qu'il est représenté de façon très parcellaire. D'autant plus que si vous êtes test manager et que vous venez du legacy, vous passez directement du cycle en V à l'agilité à l'échelle, vous étiez responsable d'équipe, ou peut-être vous avez des responsabilités hiérarchiques, vous avez un positionnement managérial fort, et là, votre rôle n'existe pas, vous ne savez pas ce que vous allez devenir et comment vous allez le gérer. Donc, dans ce contexte, l'arrivée de ce framework, au-delà de quel test on va faire, qui va le faire et comment on va le faire, ça pose des conduites très fortes dans le conduite du changement au niveau organisationnel, au niveau RH, et donc avec un impact qui peut être très fort, avec un risque de déception, qui peut empêcher cette transformation pour le test manager, qui a un rôle important dans la gestion de la qualité du produit. Donc, il est indispensable de définir comment on va aider ces test managers et les équipes de test, comment on va les embarquer sur ce sujet-là dans les trains SAFe. Donc, au-delà du rôle du testeur, du test manager, il y avait une feuille de route qui était mise par Orange, c'est qu'il faut définir une position, mais en plus, il va falloir définir un rôle adapté qui va être en fonction de chaque projet, c'est-à-dire comment on va accompagner les projets en fonction de ses attentes et de sa culture d'entreprise de chez Orange. Donc, il va falloir pouvoir l'accompagner de façon adaptée, donc sur mesure, en fonction de son niveau de maturité. Si on arrive dans un projet qui n'a jamais fait de test automatique, qui ne sait pas c'est quoi une gestion des risques, qui n'a jamais fait d'agilité, on ne va pas le prendre de la même façon qu'un projet qui a fait beaucoup de tests, qui a une grande maturité de l'DevOps et qui sait gérer des itérations, des sprints, qui a déjà vu le test de bout en bout. Donc ça, c'est important de pouvoir le prendre en compte et de le gérer. Donc, il va falloir aussi prendre en compte un support sur l'automatisation, parce que, pareil, la maturité sur ce sujet-là est très hétérogène chez Orange. Et donc, par la suite, il va falloir aussi diffuser des bonnes pratiques, les fédérer pour que les projets soient le plus autonomes. Voilà. L'objectif, c'est que le projet délivre de façon qualitative, de façon autonome, tout au long du cycle de vie du produit. Mais alors, voilà, quelle va être la meilleure organisation et quel va être le rôle du test manager en prenant toutes ces contraintes-là? Donc, en gros, nous, pour faire cela, il a fallu prendre en compte 3 choses essentielles. Premièrement, la culture d'entreprise d'Orange, qui n'est pas forcément la même qu'une autre. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est quand même une entreprise qui a l'habitude de travailler sur du multi-site, ce qui est un avantage pour nous, parce que vu que les projets sont déjà découpés, c'est intéressant, qui a une politique d'accompagnement des projets, qui a beaucoup d'échanges, beaucoup de communautés de pratiques, et ça, il faut pouvoir s'appuyer dessus. Il faut, deuxièmement, pouvoir s'approprier ce qu'apporte le framework SAFe sur la partie testing, notamment sur la vision test de bout en bout, qui était le parent pauvre de l'agilité pour pouvoir faire les tests. Et troisièmement, se baser sur l'organisation de testing existante, pouvoir la faire évoluer et que cela apporte le plus de valeur possible pour le test manager, mais aussi pour le projet. Donc, que ce soit des projets qui étaient en agile,
qui vont donc apporter ce sens de l'agilité, des cérémonies qu'il faudra juste mettre au niveau d'agilité à l'échelle, mais qui n'ont pas forcément vu les tests de bout en bout, qu'il va falloir accompagner et qu'il va falloir structurer en termes de test manager. Et aussi ceux qui viennent du cycle en V, donc qui ont une très très grande connaissance métier, qui sont une bonne connaissance du test bout en bout, mais qui avaient plutôt l'habitude de travailler sur des cycles longs d'une dizaine de semaines, qui est la durée du PI, et de savoir comment on va faire pour réduire ça et de voir qui va faire quel test à quel niveau pour qu'on rentre dans des cycles d'itération de l'agilité et de l'agilité à l'échelle. Donc, en se basant sur ces critères-là et sur ce côté aussi multiculturel de l'entreprise, on a envisagé 4 organisations possibles. Donc, la première, c'est de dire, écoutez, le test manager il est déjà dans une équipe aujourd'hui, on va le laisser, on touche à rien. C'est un peu la solution de facilité. On se dit, on va travailler sur la continuité et on va espérer que ça prenne petit à petit ou un peu tout seul. C'est-à-dire, on ne va pas bousculer les gens, on va les laisser là où ils sont, pardon, et on va saupoudrer tout ça d'agilité échelle et un peu de formation safe, et on va espérer que ça va marcher. Alors, les gens vont être volontaires, ça peut fonctionner. C'est un grand avantage, c'est qu'on a une vraie continuité dans l'organisation, peut-être même trop, qu'on maintient la connaissance métier, mais par contre, on va se retrouver avec un frein très important dans l'acculturation sur l'agilité à l'échelle, sur la vision transverse. Ça peut être un vrai frein sur l'industrialisation, vu le nombre de projets safe qu'il y a chez Orange. Ça peut marcher, cette vision-là, en se disant que j'ai des test managers qui sont dans les teams agiles et je les sors de temps en temps pour avoir une vision transverse, si j'ai que 1 ou 2 trains dans mon entreprise, parce qu'au final, les gens arrivent à délivrer facilement, ont un peu de bande passante et sont en capacité de prendre un peu de hauteur. Par contre, si on veut faire quelque chose de plus industriel, ça va être un peu plus compliqué et ça va être un vrai frein à la conduite du changement. Donc, forcément, en plus de ne pas faire les tests transverses, la problématique, c'est que potentiellement le test manager ou le testeur qui est présent, il ne s'est pas forcément automatisé et ça peut être un frein à l'accélération de l'agilité à l'échelle pour délivrer de la valeur au plus tôt et pour clarifier cette vision d'agilité à l'échelle. Donc, en se basant là-dessus, la deuxième hypothèse qu'on s'est dit, ici le test manager, finalement, je ne sais pas, je vous ai parlé un peu de System Team, qui est l'équipe qui gère les tests de bout en bout. Si on dit, finalement, ce qui est important, c'est les tests de bout en bout. Il ne faut pas qu'on se loupe. On va tous les mettre, les test managers, au niveau de la System Team. Et s'il y a besoin de temps en temps, il donnera un coup de main dans la team pour pouvoir gérer les tests. Ça va être assez positif. Ils vont prendre de la hauteur, ils vont s'investir. Ça peut être intéressant. Ok, ouais, c'est assez positif. On valorise beaucoup plus ces tests de bout en bout et on évite qu'il y ait un gros trou dans la raquette à ce niveau-là. On a une vraie stratégie globale. On a valorisé nos test managers. C'est intéressant. Par contre, c'est un peu plus compliqué si les équipes ne délivreraient pas de la qualité de façon optimale et qu'ils ont besoin qu'on les suive. On peut risquer que le test manager va se surinvestir et vouloir faire 2 postes en même temps. Donc, ce serait dommage d'arriver à faire un burn-out parce qu'il va être pris entre la team et la system team à vouloir tout faire. Ça peut être assez compliqué. Ce modèle-là peut marcher vraiment si, pareil, on n'a que quelques trains et que les équipes sont vraiment à un très bon niveau de maturité en termes de qualité, qui délivrent très bien en DevOps, qui ont une vraie démarche de software craftsmanship. Pourquoi pas? Le fait est que chez Orange, il y a une grande disparité dans les projets et qu'il y a un souhait d'industrialiser les méthodes de travail et la façon de s'organiser. Donc, ce choix-là n'était pas pertinent. Donc, on a dû réfléchir encore à une troisième option pour pouvoir vraiment mieux gérer, aider les équipes, aider la stratégie du bout et automatiser de façon la plus efficace possible. Donc, troisième organisation qui est se dire, OK, plutôt que de mettre les test managers dans des équipes ou dans des systèmes, même partout, on peut se dire,
on a une équipe déjà transverse qui est le centre d'accompagnement des tests. On peut en faire une super équipe d'expertise des tests. On mettrait tous nos automaticiens et tous les test managers, ce qui permettrait de pouvoir diffuser le savoir, d'intervenir ponctuellement dans les équipes, dans les systèmes team, et de se dire, c'est génial, on met le besoin au bon moment quand il faut, et ça va permettre d'être efficace et d'avoir une vraie acculturation sur l'agilité à l'échelle avec une vraie flexibilité. En effet, ça va permettre vraiment de donner une vision structurante d'experts, de mettre en place des bonnes pratiques, une vraie communauté de pratiques, tous dans la même team. C'est assez génial. Par contre, en termes d'autonomie sur les projets, quand on part, c'est un peu… il n'y a plus personne. Si les personnes ne sont pas disponibles parce que finalement, il y a plus de projets qui passent en agilité à l'échelle, ça peut être aussi compliqué. Et aussi, après, il y a un vrai problème RH parce que là, on parle de quand même 400 projets éligibles à l'agilité à l'échelle. Ça fait quand même pas loin de 200 personnes à mettre dans une équipe. C'est plus trop une équipe, ça devient un département. C'est plus du tout la même gestion. Voilà. En termes de souplesse, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut demander aux gens de se muter dans un nouveau département. Pas efficace, pas assez réactif, avec que le projet se démarre rapidement. L'idée paraissait bonne, mais pas pertinente dans le contexte présent. Donc, forcément, comme on n'arrive pas à rendre le projet autonome et que c'est difficile de faire changer les équipes rapidement, ce choix-là n'a pas été choisi. Donc, on s'est retrouvé avec 3 organisations qui avaient chacun des avantages et des inconvénients, et dans lesquelles on se dit c'est dommage, on n'arrive pas à tirer quelque chose. Donc, la question qui se dit, c'est mais est-ce qu'on ne peut pas réunir les 3 premières organisations pour en faire une 4e et voir si on ne peut pas en tirer le meilleur dessus. Voilà ce que ça donne. On imagine, on va laisser les test managers qui veulent rester dans les équipes et qui ont besoin d'être formés, d'accompagner dessus. Par exemple, s'ils ont besoin d'être accompagnés sur l'automatisation, on va les accompagner avec un automaticien qui va être dans la cellule d'expertise pour pouvoir le former, montrer, démontrer et l'accompagner dessus. Les test managers qui veulent dans les systèmes types, on a la hauteur, on leur permet d'y aller et on structure une équipe d'expertise un peu plus étoffée pour pouvoir avoir un canevas central des bonnes pratiques et des méthodologies du test autour de l'agilité à l'échelle. Et donc, s'il y a un besoin de réunir pour accompagner ponctuellement, parce qu'il y a un problème de ressources, il y a besoin de former, d'acculturer, de présenter ou de démontrer, ça permettrait de le faire. Donc, ça permettrait d'avoir un socle d'experts dédiés sur lequel on peut s'appuyer, de maintenir dans les équipes la connaissance métier, d'être autonome tout en ayant une certaine flexibilité. Le seul bémol qu'il y aurait là-dedans, c'est que forcément, l'équipe qui existait à ce moment-là, elle doit être un peu plus étoffée avec des profils expérimentés pour être capable d'intervenir au bon niveau, au bon moment. C'est donc cette organisation qui a été choisie pour pouvoir accompagner Orange dans sa structure d'organisation. Pourquoi? Parce qu'elle est plus en phase avec sa culture d'entreprise, mais aussi parce qu'elle agrégeait les 3 premiers scénarios qu'on a eus, et ça a permis vraiment de trouver une organisation qui convienne à tout le monde et qui a convenu un test manager qui soit dans la cellule d'expertise ou bien dans la partie team et système team dans les freins. Donc, bien évidemment, cette structure-là fait qu'elle a plusieurs missions au niveau de la partie expertise pour pouvoir accompagner au mieux ces projets. Parce qu'il faut, c'est bien beau d'avoir une organisation, mais après, il faut avoir des missions et des rôles pour pouvoir les accompagner à monter en compétences. Donc, le rôle de la cellule d'expertise, c'était vraiment d'être le couteau suisse du test au niveau de l'agilité et de l'agilité à l'échelle. C'était d'accompagner sur la montée en compétences, sur la formation des équipes, que ce soit en termes de méthodologie ou d'outils, et de capitaliser pour transmettre ces équipes, tout en étant assez flexible. Donc, autour de 4 missions qui sont la stratégie de test, soit bien de bout en bout, au niveau des applications ou bien au niveau des tests non fonctionnels, que ce soit en termes de sécurité ou de performance, de pouvoir aider à automatiser, que ce soit de tout ou au niveau applicatif, et de mettre en place des bonnes pratiques avec le BDD, les critères d'acceptation, et aussi la modélisation. On est des grands fans du BPMN. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est assez intéressant comme outil pour faire des ateliers avec les PO et les PM pour définir vraiment les parcours clés
notamment pour le test de bout en bout, mais pas que. Et aussi, toute une gestion de l'outillage pour pouvoir avoir les mêmes outils de test au niveau d'un même train pour que ce soit aussi homogène et assez efficace, créer des connecteurs pour relier les différents outils de gestion. Et aussi, il y avait un grand chantier qui devait migrer notamment les patrimoines de test d'HPLM vers X-Ray, auquel il a fallu accompagner pour faciliter ce passage à l'agilité à l'échelle aussi par les outils. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, il y a environ 8 test managers dans cette cellule d'expertise, 17 automaticiens. L'automatisation reste quand même un levier essentiel pour essayer d'accélérer la mise sur le marché. Ils sont positionnés sur 3 sites en France et on a défini un nouveau rôle pour les test managers qui sont les coachs test. Voilà. Notre perception, c'est qu'il faut aussi, comme l'organisation, qu'on se transforme et qu'on définisse un nouveau rôle. Et donc, on a trouvé que ce rôle de coach était ce qui était de plus efficace pour expliquer que le but, c'était de vous accompagner et acculturer et faire monter en compétence les projets, qu'on soit en capacité de faire ou de faire faire par les équipes. Donc, le but, c'est vraiment de former et de rendre autonome, sachant que chez Orange, la cellule d'expertise, elle peut être utilisée comme elle ne peut pas être utilisée par les projets. C'est à leur convenance. Donc, il faut nous aussi qu'on convainque et qu'on démontre notre savoir-faire et notre valeur ajoutée. Et c'est là que ce positionnement de coach est important. Et c'est là qu'on va créer de la valeur, qu'on va créer de la confiance et qu'on va montrer que des projets ont fonctionné en étant accompagnés comme ça. Donc, bien sûr, en complément d'un coach agile, d'un coach safe et d'un coach DevOps, mais le coach test va aussi apporter sa valeur pour faire les choses comme il se doit en termes de test et de qualité. Donc, bien sûr, sur le papier, ça a l'air formidable, tout fonctionne bien, il y a beaucoup de monde, les projets sont bien accompagnés, mais on a forcément rencontré des difficultés et je vais vous parler rapidement de 4 difficultés majeures. Je vois le temps qui passe. Premièrement, il y a eu un démarrage très rapide en 2018. Beaucoup de trains ont démarré, donc il a fallu structurer, augmenter le nombre de test managers et d'automaticiens sur la partie expertise. C'est pour cela que Orange a fait un partenariat avec OSI pour pouvoir avoir cette capacité de ramp-up et le faire. Et je me rappelle bien, au début, quand on a lancé ce ramp-up, l'idée qu'on avait, c'était le trou dans la raquette qu'il va y avoir, c'est vraiment les tests de bout en bout. Et ils vont demander énormément de tests automatiques, ils vont savoir ce qu'ils veulent, il va falloir qu'on structure et qu'on fasse beaucoup d'automatisation et qu'on soit prêt. On a structuré les équipes de cette façon dans le centre d'accompagnement des tests. Et en fait, pas du tout. La réalité du terrain a fait que, oui, il y avait un besoin d'automatisation, mais surtout, il y avait des problématiques de méthodologie, de bonnes pratiques, de stratégie de test, notamment sur le bout en bout, et qu'ils avaient besoin de savoir qui faisait quel test à quel moment, être sûr qu'il n'y avait pas de doublon, comment on allait le faire. Et c'est pour ça qu'on a vraiment mis un focus très fort sur le test manager qui est devenu le coach test pour pouvoir l'appuyer et le faire. Donc oui, il y a eu l'automatisation, mais le vrai besoin, c'est être accompagné, savoir comment faire et le faire bien dans les bonnes pratiques dès le début. C'était intéressant comme échange. Donc, oui, on peut se tromper au début, mais après, il faut vite pouvoir se réorganiser pour pouvoir bien accompagner les projets. Et donc, avec le troisième challenge, c'est comment rendre autonome avec toutes ces personnes qui nous demandent d'être acculturées, formées et d'avoir les bonnes pratiques. On a vite mis en place des supports pour pouvoir former, des ateliers de formation, quelque part du pair programming aussi pour l'automatisation. Et on a beaucoup travaillé sur de la modélisation. Je vous ai parlé de BPMN. Les outils qu'on donne, c'est pour les testeurs, pour les test managers, mais il y avait aussi des outils pour l'ensemble du projet. Je pense notamment au PO, au PM, auquel on fait beaucoup d'ateliers, parce que faire une stratégie de test sans avoir le besoin et la vision produit du projet, que ça soit n'importe quel projet, c'est impossible à l'agilité à l'échelle. C'est sûr qu'on va avoir de gros problèmes. Et quatrième point, forcément, transformation organisationnelle, mais aussi transformation des outils. Donc, j'ai un peu évoqué tout à l'heure.
forcément, Orange utilisait fortement HPLM et donc il y a eu un changement vers notamment X-Ray et une partie Octane. Donc, il fallait accompagner les projets sur ces nouveaux outils, sur des migrations de patrimoine de test, sur l'utilisation de ces produits, sur comment faire quand on va automatiser pour synchroniser. Donc, je pourrais en faire une autre conférence rien que sur ce sujet, mais c'était un sujet important qu'il fallait aussi traiter. Voilà. Donc, que ce soit en termes de ressources, en termes de méthodologie, en termes de structuration et en termes d'outils, c'est vraiment des choses auxquelles on a dû faire face assez rapidement et on découvre encore des choses maintenant et on évolue au fur et à mesure pour améliorer nos supports, nos ateliers et nos accompagnements au quotidien. Donc, à ce jour, si on voit un peu les résultats que ça donne, on a pu accompagner 12 trains sur les 30. Les autres sont en cours d'accompagnement. On n'a pas eu besoin d'accompagnement parce qu'ils avaient une suffisamment grande maturité, comme je disais. Ils n'ont pas besoin forcément de faire appel à nous. Ce n'est pas une obligation. Donc, il y en a eu 12. On a aussi accompagné 50 projets, parce qu'il y a des projets dans les trains, mais des projets à côté, agiles ou non agiles, dans lesquels on accompagne. Que ce soit sur l'outillage, sur les méthodologies ou sur les migrations de patrimoine de test. On fait des enquêtes de satisfaction pour être sûr que ce qu'on fait est haut niveau. Donc, on a quand même un assez haut niveau de satisfaction. Il faut tout le temps se remettre en cause. Avoir les feedbacks côté terrain, c'est très important. Il faut vraiment que ça soit pertinent et qu'on puisse le voir rapidement pour pouvoir améliorer nos accompagnements. Et donc, on a aussi accompagné une dizaine de projets sur des migrations ALM vers X-Ray. Donc, une partie des projets a été nouveaux, donc ils sont partis directement sur X-Ray, d'autres n'étaient pas sur X-Ray, d'autres se sont débrouillés tout seuls pour pouvoir le gérer. Comme je vous l'ai dit, on s'améliore aussi au fur et à mesure. Et donc, on peut voir 4 axes d'amélioration sur lesquels on a en partie commencé, sur lesquels on se projette sur 2021. Les communautés de pratique autour du test, c'est bien d'avoir une cellule d'expertise, c'est bien d'avoir des coachs, mais c'est important aussi que les gens échangent entre eux, s'échangent leurs pratiques et communiquent pour avoir un plus gros effort qualitatif pour pouvoir échanger. Donc ça, c'est vraiment l'un des challenges. Gros challenge qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment une nouvelle structuration autour du coaching test. C'est que les coachs test, au-delà d'être dans une cellule d'expertise, ils vont être rattachés à tous les autres coachs, Agile, Safe, DevOps, pour pouvoir faire une offre d'accompagnement de coaching global et que ça soit clair pour les projets et que ça soit le plus efficace possible et qu'on puisse encore plus parler de shift left, de mettre en place des ateliers de craftsmanship, des ateliers de DevOps et aussi, de ce fait-là, parler un peu plus de problématiques d'environnement à la demande, de jeux de données qui soient en phase avec le niveau de test. Voilà, les jeux de données ne sont pas forcément les mêmes lorsqu'on est en intégration, lorsqu'on est en test de bout en bout, lorsqu'on est en phase de développement. Donc, il faut pouvoir le faire. Et c'est un gros chantier parce qu'il y a beaucoup de projets. Et le dernier, qui n'est pas des moindres, donc train de train, ça ne fait pas du tout partie du syllabus SAFE. C'est quelque chose qu'on a nommé comme ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des trains qui dépassent allègrement les 150 personnes, des trains de 200, 300 personnes. On accompagne le premier train de 300 personnes avec une trentaine d'applications. Donc, c'est un vrai challenge parce que déjà, 150 personnes, c'est beaucoup. Les 300, ça fait beaucoup d'interactions, beaucoup de parties prenantes. Et donc, c'est un vrai challenge à relever et voir comment on va arriver à accompagner ce type de projet. Comme vous avez pu le voir, c'est à nous de trouver notre place en tant que test manager dans l'agilité à l'échelle, au-delà de SAFE. Ça va vraiment dépendre de la maturité des projets que vous allez accompagner, de leur historique, de la façon dont ils ont développé leur application, de sa culture d'entreprise. Soyez force de proposition, vous pouvez vous appuyer sur cette conférence, proposer totalement autre chose. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas avoir peur d'essayer, il faut itérer et s'améliorer au fur et à mesure. Donc, j'espère que ce retour d'expérience vous a permis de voir comment on peut s'organiser
en tant que test manager dans une organisation à l'agilité à l'échelle. Donc, on va pouvoir passer aux parties questions-réponses. Merci pour votre attention. Je vais essayer de voir les questions. Ok, donc là, 42, c'est bien. On est dans le tempo. On a jusqu'à 50 pour les questions-réponses. Alors, je vais arrêter le partage pour pouvoir voir les questions-réponses. Alors, il y a une question-réponse. Quel est le ratio automaticien-team? Alors, ça dépend. C'est très hétérogène des équipes. En général, on essaie qu'il y ait un testeur dans une équipe. Donc, il faut au moins qu'il ait le profil automaticien dans la mesure du possible. Mais ça dépend des budgets alloués et de ce qui vont être en capacité de pouvoir délivrer à ce moment-là. Attendez, je regarde. Est-ce que je ne vois pas forcément d'autres questions? Je vois des choses. Donc, concernant Julien, est-ce que tu vois d'autres choses? Il y a d'autres questions qui arrivent. Ah, parfait. Le REX sur 1, ok. L'équipe transverse ne rencontre-t-elle pas telle des difficultés dans la maintenance des tests auto end-to-end étant plus éloignée du business que les teams? Alors, le but, c'est pas d'avoir toute la compétence, c'est d'aider à les faire. Donc, le but, c'est de faire avec cette équipe transverse des ateliers où le business va être là, les product owners, les product managers, et que nous, on va aider dans ces ateliers à définir ces tests end-to-end. Donc, on va être dans la recommandation et dans la préconisation à savoir qu'est-ce qui doit être testé et qu'est-ce qui doit être automatisé avec des problématiques techniques. Et dans la mesure du possible, on inclut aussi les teams pour qu'il n'y ait pas des tests redondants entre team et système team. Voilà. C'est un spectateur anonyme qui a posé cette question. Alors, Arnaud Cognard a mis le REX sur Safe, point d'interrogation. Arnaud, si tu peux développer la question, parce que je ne la comprends pas. Denis Verguel, que sont devenus les anciens testeurs manuels? Cycle en V, test plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà grande politique de formation sur l'automatisation. Une partie font aussi de l'automatisation et d'autres parties, ceux qui étaient expérimentés, qui sont devenus test manager, sont en capacité d'aller dans un système team pour travailler sur la partie test de bout en bout. Mais chez Orange, les testeurs ne sont pas mis de côté. Et il y a encore beaucoup de projets qui ne sont pas encore passés dans l'agilité échelle, où il y a encore beaucoup de tests manuels. Poussez-vous les pratiques BDD? Oui, fortement. BDD, dans la mesure où les équipes sont prêtes et ouvertes à le faire, mais on essaie de le faire dans la mesure du possible. Arnaud Cognard, le retour d'expérience versus Jira. Alors, ce que je propose, Arnaud, c'est que je pourrais en parler longtemps de Jira. Jira est un outil puissant, mais il faut savoir l'appréhender. Il est utilisé avec X-Ray. Il fait le job, mais il faut pouvoir bien le configurer et l'interfacer pour pouvoir mettre tout ça en place. Julien, si tu vois des questions qui reviennent en plus... Moi, j'avais une question. On travaille sur des projets un peu identiques. Par contre, il y a certains contextes où des fois, on ne trouve pas de testeurs au niveau de la team agile. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça. Ça arrive. Clairement, c'est quelque chose qu'on ne préconise pas. On dit qu'il vaut mieux avoir quelqu'un. Et dans ce cas-là, on essaie de proposer quelqu'un de la cellule d'expertise qui va venir ponctuellement démontrer que ça va apporter de la valeur. On va essayer de faire du BDD, par exemple. On ne va peut-être pas essayer de mettre du craft d'entrée de jeu. Ça dépend. C'est une équipe très technique, peut-être qu'on en parlera. Mais on va essayer de démontrer qu'on va pouvoir automatiser 2-3 parcours qui ont créé de la valeur et que c'est atteignable pour eux et qu'ils vont pouvoir le faire. Outre l'automatisation, effectivement, tu as des problématiques de maturité par rapport aux tests au niveau de la team qui est difficilement adressable uniquement en transverse par les coachs, je trouve. Donc, je pense que voilà, dans l'approche, il faut quand même renforcer les fondations dans les pyramides
en s'assurant qu'on ait des testeurs dans les teams agiles qui vont travailler avec les PO sur les critères d'acceptation, les VDD, etc. Ces gens-là sont plutôt des gens qui doivent produire, démontrer l'intérêt de la qualité par l'exemple et pas par la théorie, et être renforcés par des coachs pour les ateliers, pour aller plus loin. Ils n'ont pas forcément ces compétences, et là, ils ont vraiment besoin de coachs qui ont vraiment réfléchi comment on fait passer le message, comment on prend du recul. Voilà. Et je voulais ton avis là-dessus, mais ça me conforte un peu dans la vision que j'ai. C'est indispensable. C'est pas un représentant de la qualité tous les jours dans la team, quoi. C'est un travail de fond. Il faut que chaque équipe, que ce soit les développeurs, par exemple, avec une politique de TDD, de test unitaire, qu'il y ait quelqu'un qui fasse des tests, qu'il y ait une vraie stratégie de test. C'est bien beau d'avoir un testeur, mais il faut avoir une stratégie. Il faut parler avec CPO s'il n'y a pas de critères. Oui, mais si tu as une stratégie que tu n'as personne pour la faire vivre, tu es aussi mal. Donc, Oui, il faut les deux. Et ça, c'est indispensable. Il faut que chacun porte l'effort à son niveau. Il ne faut pas que tout repose sur la partie test de bout en bout. Sinon, en fait, on fait un cycle en V avec des délais qui explosent. Et au final, on ne fait pas de l'agilité à l'échelle. On fait du cycle en V et on dédouane l'application de leur responsabilité en termes de qualité. Délivrer, c'est délivrer avec de la qualité, ce n'est pas juste délivrer du code. Voilà, donc c'est important. On voit, donc là, tu as parlé des coachs test manager, et en fait, on peut aussi prévoir des coachs clean code, Craftman, qui vont être là plutôt pour tout à fait. Coacher les devs à faire du clean code. C'est très important pour éviter de créer des bugs. Le système, c'est de ne pas créer de bugs avant de les corriger. Après, ce que je vois sur la partie Craft, Julien, c'est que ça va dépendre en fait de la maturité technique de l'équipe sur la partie Craft, parce que c'est un changement philosophique et technique qui est non négligeable. Et ce que je vois, c'est que de temps en temps, parler de BDD, de test, c'est peut-être plus facile dans un premier temps, et après, on peut parler de Craft. Et des fois, oui, quand évidemment, c'est très technique, qui ont envie de parler. On est d'accord. Ça va dépendre du contexte. C'est l'intérêt des coachs transverses de faire progresser ce genre-là de manière par étape, et effectivement, pas vouloir tout faire d'un coup, mais il faut cette vision globale.